Donc je m'appelle Claire, j'ai 44 ans et mon histoire avec l'hypercholestérolémie familiale commence il y a 30 ans à peu près, quand ma maman, âgée de 41 ans, fait son premier infarctus du myocarde. Donc j'avais 15 ans. Mon père était médecin à l'époque et il a pu réagir très rapidement parce qu'on habitait à 40 km de l'hôpital le plus proche. Et ça a été le premier choc de mon existence. Donc j'avais 15 ans, mon frère en avait 11 et ma sœur 14 ans. Donc nous sommes 3 enfants dans la fratrie. Donc maman est restée 10 jours à l'hôpital, donc 5 jours en soins intensifs. Et on lui a défendu de faire le moindre effort après son infarctus. Donc elle était affaiblie, elle devait rien faire, rien porter, ne pas faire d'activité physique trop intense. Donc j'ai dû épauler mon père dans de nombreuses tâches. Donc les médecins ont déterminé la cause principale de cet accident par l'excès de cholestérol, parce qu'en fait il n'y avait aucun autre facteur de risque, pas de diabète, pas d'hypertension, elle ne fumait pas. Le seul autre facteur de risque qu'il y avait, c'était peut-être le stress, parce que maman avait une vie quand même assez intense, elle était cadre infirmière dans une maison de retraite et 3 jeunes enfants. Donc on peut supposer que le stress aussi avait une part importante dans sa maladie. Donc une fois l'hypercholestérolémie détectée, les médecins ont demandé de contrôler le cholestérol chez les 3 enfants. Et malheureusement, tous les 3 avions des taux très élevés, avec un LDL très faible. Et donc je me souviens à l'époque de la culpabilité de maman, qui était une culpabilité assez importante. Donc à partir de 1993, nous avons été voir une nutritionniste et nous avons tous été traités. Du jour au lendemain, nous avons changé nos habitudes, c'est-à-dire qu'on mangeait beaucoup de charcuterie, de bons plats. Ma mère était bretonne, donc on mangeait pas mal de choses avec la cuisine au beurre. Et du jour au lendemain, c'était plus de charcuterie, plus de pâtisserie, plus de bonnes choses comme ça. Et nous sommes passés aux légumes vapeur et aux poissons sans sauce. Et pour nous, jeunes adolescents, c'était vraiment très dur. C'était déjà le choc de voir maman qui était malade et en plus ce changement de vie radical. Donc pendant 3 ans, nous avons fait très attention de prendre nos médicaments, de bien suivre le régime. Et en 1996, 3 ans après, mon petit frère décède subitement. Donc il avait 14 ans. Et malheureusement, j'ai eu le choc de le découvrir. Excusez-moi. Du coup, ça remonte un peu. Donc j'ai eu le choc de découvrir mon frère qui est décédé en courant, dans le jardin, avec mon père. J'ai supplié à l'époque ma mère de vivre parce que j'avais aussi peur que son cœur lâche et va suivre une période très noire pendant 10 ans à peu près. Où il a fallu faire face à l'immense peine de nos parents et aussi apprendre à vivre avec notre peine et apprendre à vivre avec ce choc. Alors mon frère ne se sentait pas bien en fait, il cherchait son rythme, souvent il disait je cherche mon rythme, il devait sentir quelque chose et en fait il devait aller voir le cardiologue 1 semaine après son décès, il y avait un rendez-vous de prévu. Donc je vous laisse imaginer, ma maman a sombré dans une grave dépression, son sentiment de culpabilité a décuplé, c'était insupportable pour elle. Et pour ma part, moi j'ai eu des périodes de déni vraiment importantes sur la pathologie, j'ai arrêté le traitement, je l'ai repris, j'ai arrêté. Je mangeais pas bien, par moments je mangeais mieux, donc avec des conséquences forcément sur une prise de poids, sur une perte de poids, enfin je faisais beaucoup le yo-yo. Et je me suis aussi persuadée que le traitement ne servait à rien puisque mon frère de toute façon était décédé, donc je comprenais pas en fait. 1 an après, ma grand-mère maternelle qui était aussi hypercholestérolémique décède aussi subitement à 74 ans. 10 ans après, j'ai eu 2 enfants, donc Anna et Quentin, qui ont aujourd'hui 18 et 16 ans. Et en mai 2006, ma maman fait son 2e infarctus du myocarde, 5 jours avant le mariage de ma sœur Véronique. Et on a dû la sortir de l'unité de soins intensifs avec des charges pour qu'elle puisse assister au moins à la cérémonie religieuse. En janvier 2014, elle fait une syncope dans la rue avec perte de connaissance de plus de 15 minutes. Et actuellement, elle est insuffisante cardiaque et souffre de troubles du rythme très complexes. Elle vit avec un défibrillateur implanté.
Ces problèmes donc, sont la conséquence de tous les accidents cardiaques, mais elle est aussi en vie grâce au progrès de la médecine, et ça je voulais le souligner parce que nous on a vu l'évolution de tous ces progrès sur toutes ces années. Donc aujourd'hui on peut dire qu'elle gère bien sa pathologie et elle a aussi toujours pris au sérieux l'importance de l'alimentation équilibrée, son traitement pour le cholestérol et depuis peu, et ça je voulais le souligner, sur l'importance de l'activité physique parce que après son infarctus on lui a dit surtout ne faites rien, surtout ne portez pas, surtout ne faites pas d'efforts. Et alors que maintenant on est convaincu que d'avoir une activité physique finalement c'est important pour qu'elle puisse être en forme et ne pas refaire d'accident. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, malheureusement, puisque ma sœur en 2015 a fait elle aussi un infarctus à 34 ans. Et je vais donc vous lire son témoignage. Elle m'a demandé de le lire tel quel. Donc je parle pour Véronique, ma sœur. L'hypercholestérolémie familiale est entrée une première fois dans ma vie par effraction après l'infarctus de ma maman qui avait 41 ans. J'avais 14 ans, ma sœur aînée 15. Et mon petit frère Yves, 11 ans. Une prise de sang a révélé assez rapidement que nous avions tous beaucoup trop de mauvais cholestérol pour notre âge. On a vite été mis au régime. Fini la charcuterie, le beurre, les œufs, le fromage, bonjour les légumes et le poisson. Pas toujours facile à la cantine d'expliquer pourquoi on n'a pas le droit de prendre du saucisson ou des frites. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'a pas suffi. Ma sœur et moi avons fini par prendre des statines qui ont bien fonctionné. Mon frère, jugé trop jeune, a eu du Questran, traitement qu'il n'a pas supporté très longtemps. Quelques années passent, notre maman se remet doucement de son accident cardiaque. Fin 96, je commence mon année de terminale. Pendant les vacances de la Toussaint, Yves, notre frère, décède brutalement alors qu'il courait seul dans le jardin. Cet événement a été un tel traumatisme pour notre famille qu'il en est devenu tabou. Nos parents étaient dévastés. Je commence mes études et ma vie de jeune adulte en suivant mon traitement pour le cholestérol en pointillé. Il faut constamment renouveler les ordonnances et je change souvent de médecin. Petit à petit s'installe en moi une attitude de déni. Personne ne fait le lien entre la mort de mon frère et l'hypercholestérolémie familiale. Et je me dis que ma maman n'a peut-être pas eu de chance et que si je fais un peu de sport et un peu attention à mon alimentation, tout ira bien. Quelques années passent à nouveau. À 30 ans, alors que je suis enceinte de mon deuxième enfant, je ressens des symptômes d'oppression inquiétants. Je n'en parle pas pour autant. J'ai peur de ne pas être crue et que ma grossesse se termine mal. Après l'accouchement, je garde une fatigue permanente. À 34 ans, je consulte un cardiologue qui me dit que je fais de la dépression. La fatigue se transforme en épuisement intense, puis en sensation de mort imminente dans les nuits de janvier 2015 jusqu'à l'infarctus. Heureusement pris en charge juste à temps. Voilà la deuxième entrée par effraction de l'hypercholestérolémie familiale dans ma vie. Je fais une petite liste. Ma maman, moi et peut-être mon frère mort subitement, c'en est trop. Ça ne peut pas être de la malchance. Cette fois, je suis décidée à ne plus laisser cette maladie être un fantôme dans les placards de ma vie. Je fais des recherches sur Internet et je trouve l'existence de l'ANET. Je prends contact. Quel réconfort de ne plus être seule. J'en parle à ma maman et à ma sœur pour que notre famille se traite du mieux possible et que des combats soient menés au niveau de la société afin d'éviter des drames. Merci infiniment ma sœur pour la lecture de mon témoignage. Bon, après ce témoignage, c'est vrai qu'effectivement c'est difficile de prendre la parole. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions. Malheureusement, ces témoignages en tant que président, moi je l'entends X fois. Effectivement, je suis aussi branché sur les réseaux sociaux et je gère les réseaux sociaux de l'association. Et combien de fois j'entends ces témoignages dramatiques, douloureux, qui font effraction dans la vie des gens, dans la vie des familles, qui peuvent faire des orphelins aussi. C'est vraiment dramatique alors qu'il y a d'autres solutions. Effectivement, je crois que si on se bat, on peut effectivement sortir de ça. Je crois que le titre qui a été proposé par Bernard et son équipe, c'est En route vers de nouveaux horizons. Je crois que c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est plus possible de vivre des drames comme ça, alors qu'on peut faire autrement. Et je crois que c'est tout le but de l'association, c'est que les choses changent.
Donc je vais vous présenter, je vous fais vite un plan rapidement de ce que je vais développer. C'est donc pourquoi une association de patients touchés par l'hypercholestérolémie familiale, que je vais appeler HF, je vous remercie parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, et LP petit a. Lipoprotéine petit a, sachant que la lipoprotéine petit a, je ne vais pas traiter cette question parce que je vais laisser développer Vincent qui intervient juste après moi, qui est un expert, le professeur Durlac, qui est un expert de la question et il va l'aborder, sachant que la LP petit a, on l'a intégrée à notre association depuis novembre 2021. C'est tout récent. Hein. Donc je vais vraiment me centrer sur la HF et je crois qu'il y a de quoi faire. Et après, je développerai nos missions et dans nos missions, nos actions. Donc pour commencer, c'est lorsqu'on parle d'hypercholestérolémie, à quoi on pense? Alors ici, je suis un public d'avertis. On pense dessus à cholestérol dû à l'alimentation, cholestérol dû à l'âge, et notre pathologie génétique passe complètement inaperçue. Déjà que c'est une pathologie silencieuse, sournoise, etc. On est complètement dedans parce qu'effectivement, elle n'existe pas pour le grand public. Hein, la HF n'existe pas pour le grand public. Et c'est le professeur Catherine Boileau, j'ai déjà échangé avec elle, c'est elle elle fait partie des co-scientifiques qui ont découvert l'anti-PCSK9. Elle dit clairement, il y a effectivement le cholestérol polygénique qui est dû avec l'âge et qui est dû avec la nourriture, qui est dû à la nourriture et qui arrive au fur et à mesure des années. Et il y a un cholestérol monogénique, c'est le nôtre. Hein, c'est le nôtre, et on est avec ça. On est avec une mutation génétique, des mutations génétiques, parce que dans la HF, il peut y avoir plusieurs mutations différentes, qui font qu'effectivement, on va développer un cholestérol, etc. Je vais le traiter. Hein, Donc, c'est vrai que l'association est née en 2013, insufflée par la NSFA, la Nouvelle Société francophone d'athérosclérose, parce qu'effectivement, comme en début d'intervention vous disiez, les médecins ne sont pas audibles, même s'ils sont des experts et des vrais experts, hein, je confirme, et plus je les fréquente, et plus je vous dis que c'est vraiment très pointu, ils connaissent leur sujet, etc. Ils ne sont pas du tout audibles et il faut que les patients prennent la parole. Donc, effectivement, en France, en 2013, il n'y avait pas d'association qui était en France, qui était présente en France. Donc c'est pour ça qu'elle a été créée. Et alors que d'autres pays étaient très en avance. Et vous voyez effectivement la carte de l'Europe élargie, où maintenant il y a des associations de patients de partout. Hein, et alors qu'on pourrait croire qu'on est seul, en fait, on est tous en réseau, et je l'aborderai après. Donc, les chiffres qui parlent hein, sur l'hypercholestérolémie familiale, puisqu'effectivement, on dit, les scientifiques estiment qu'il y a entre 225 000 et 270 000 patients atteints en France, voire 300 000, ça dépend des estimations. 10% des patients sont dépistés en France, seulement. Et on a entre 30 à 50 000 enfants atteints en France, alors que seulement 5% sont dépistés. Vous voyez, il y a le drapeau des Pays-Bas, où il y a 75% des enfants qui ont été dépistés, et chez nous, notre drapeau est en berne. Hein. Il n'y a que le rouge qui apparaît, en berne ou en deuil, hein, parce qu'effectivement dans les familles il y a le deuil aussi, où effectivement on s'aperçoit qu'en France, peu de monde est dépisté, peu d'enfants sont dépistés. Voilà, c'est dramatique, mais c'est comme ça, et c'est une réalité, qu'il faut que les choses, faut qu'elles bougent. Des chiffres qui parlent encore, effectivement, on a deux formes, et l'hypercholestérolémie familiale a deux formes, deux visages. La forme homozygote, qui est une forme très grave, hein, où effectivement, sans dépistage, sans traitement, les enfants, les mineurs ne dépassent pas 20 ans, hein, peuvent ne pas dépasser 20 ans, il peut y avoir un infarctus avant 20 ans. Ça fait partie des maladies rares, et c'est indispensable et capital pour leur vie qu'effectivement ils soient dépistés très tôt. Hein, des traitements existent, etc. Les choses bougent, donc déjà pour eux c'est indispensable. Et donc effectivement, on voit bien qu'il y a un risque de maladie coronarienne chez les personnes hétérozygotes, qui est, alors pour les personnes qui sont atteintes que par un parent, qui ont attrapé la maladie que par un parent, 13 à 20 fois supérieur, hein, et vous avez les sources dessous. Et on s'aperçoit que finalement, pour la forme homozygote, entre 30% des femmes et 50% des hommes HF hétérozygotes, sans traitement, auront un événement cardiovasculaire
pour les femmes avant 60 ans et pour les hommes avant 50 ans, et voire même avant, parce qu'effectivement, on a pas mal de témoignages où les femmes et les hommes ont des événements cardiovasculaires bien avant. Hein. Et effectivement, une estimation d'ANET à partir d'une grande analyse, on a estimé qu'en France, il y avait 6500 accidents cardiovasculaires par an dus à la HF. C'est énorme. Donc effectivement, si nous ne bougeons pas, il n'y a rien qui bougera. Je crois qu'effectivement, les clés sont dans nos mains. Hein. Il faut effectivement qu'on se bouge, qu'on se mobilise pour que la maladie soit prise en charge et soit défendue. Hein. Ça, c'est capital parce que je vois bien qu'effectivement, les ministères croulent sous les dossiers, sous les pathologies à défendre, etc. Et s'il n'y a pas une association de patients qui est là pour dire où on existe, il y a un souci. Hein. Voilà. Donc, les objectifs de l'association, d'une part, c'est apporter une aide morale et technique aux familles confrontées à la HF. Hein. Sur les réseaux sociaux, combien effectivement de familles peuvent nous... on a quelques familles qui nous appellent parce qu'ils sont dans des impasses, etc. Alors c'est clair que nous, bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles dans l'association, on n'est pas des médecins, ils seront réorientés. Hein. Il n'est pas question effectivement qu'on fasse quoi que ce soit du côté médical. Effectivement, c'est un soutien, c'est un partage d'informations qu'on peut avoir et une réorientation derrière. Il y a 2 jours, effectivement, avec le conseil du professeur Sophie Béliard de Marseille, j'ai réorienté une maman qui était perdue par rapport à sa fille. Voilà. Et on l'a réorientée vers le réseau HF. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est communiquer sur l'évolution des connaissances scientifiques et de la recherche médicale. Ça, hein, et c'est vrai que du coup, ANET est très en lien avec tous les experts. Et je suis très content d'être ici, parce qu'effectivement, c'est le lieu de la recherche. Et c'est le lieu où, effectivement, depuis 2013, ANET est. Et c'est vrai que Bernard, Véronique, moi, c'est vrai qu'effectivement, on est très en lien avec les experts. Et c'est important pour effectivement venir vous restituer où on en est des avancées. L'autre mission, c'est favoriser l'accès aux traitements adaptés à chacun, bien sûr, hein, parce qu'il y a des traitements innovants qui sont arrivés, et vous verrez que des fois, ce n'est pas évident. Donc ça, c'est une grande mission, et je la développerai plus tard. Et la dernière mission, c'est informer et alerter le public, c'est le corps médical et les autorités sanitaires sur le risque de la pathologie, pour faciliter et améliorer le diagnostic et la prise en charge de tous les patients dès le plus jeune âge. Ça aussi, c'est un volet que je vais traiter juste après. C'est 2 volets importants où, en ce moment, on y est activement, vraiment, quoi. Voilà. L'hypercholestérolémie familiale, c'est une vraie urgence de santé publique. Je vais expliquer pourquoi. C'est une des maladies génétiques les plus fréquentes au monde. Et grave. Hein. Le diagnostic est facile. Les traitements existent. C'est des traitements en début de pathologie qui ne sont pas chers, hein, statines, donc on ne peut pas dire que c'est un problème de coût. Les étimib existent aussi. Après, il y a des traitements innovants, style anti-PCSK9, qui sont présents, qui sont plus chers, mais pour ceux qui sont plus gravement atteints, en prévention secondaire. Et on a la lopitamide, qui est aussi un traitement, mais pour ceux qui ont une forme rare dans la maladie. Voilà, ça c'est des traitements qui existent, et pourtant, malgré tout ça, 10% des adultes sont dépistés, et seulement 5% des enfants. Il y a un problème. Hein. Il y a un vrai paradoxe de santé publique, c'est qu'effectivement, maladie génétique très courante, grave, des traitements, pas de dépistage. Étonnant. Et je vous disais, effectivement, pour arrêter ces drames humains, je crois qu'il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, on a un paradigme où on identifie une HF lorsque quelqu'un va faire un infarctus et il est traité, bien traité, il n'y a pas de souci en France, nickel. Et après, ils vont chercher les apparentés qui ont une HF ou pas. Et souvent, ça s'est passé à l'as. Et du coup, on ne casse pas cet engrenage, ce cycle de reproduction. Et effectivement, ANET, on milite sur cette question-là, c'est rechercher au plus tôt possible la maladie pour éviter que les gens aillent en prévention secondaire et éviter les drames humains. Et les drames humains et les drames sociétaux aussi. C'est un vrai gâchis.
pour la société. Et pour nous, les familles, c'est pareil, c'est une catastrophe. Voilà, donc un vrai problème de santé publique. Alors, sur la question, nous on prend effectivement le dépistage précoce de l'enfant, et c'est quelque chose qu'on a commencé à aborder en 2019. Effectivement, suite à une étude du professeur Wald sur Paris, je pense que Noël, tu ne vas pas le développer ? Si, voilà. Non, tu n'y étais pas. Je pense que Noël va l'aborder, donc je ne vais pas l'aborder. Je laisse à Noël, un scientifique, cette question-là. En 2019, Bernard nous a fait un dossier sur le dépistage pédiatrique de l'enfant en disant l'importance, effectivement, de dépister les enfants au plus tôt possible et les jeunes adultes. C'est toute l'étude Wald. Et en 2019, on s'est tous retrouvés à la Salpêtrière. Et là, vous avez tous les experts français. Vous avez tous les experts français en 2019 à la Salpêtrière, et vous reconnaissez vos serviteurs, beaucoup de vos serviteurs ici, autour du professeur Wald qui est au milieu. Il y a Éric Brucker, voilà, on y est tous, il y a Bertrand Carriou, on y est tous. Et en 2019, ça a été vraiment la base angulaire de cette question-là. Et on a commencé à réfléchir à partir de 2019 sur cette question, et à monter un peu des dossiers, à réfléchir comment on allait pouvoir imposer ça, et cette question-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse l'association depuis 2019. En parallèle, donc ça c'est nous, c'est notre côté. En parallèle, on s'est aperçu qu'effectivement, sur le plan européen, il y a une association qui chapeaute toutes les associations atteintes de cholestérol familial, qui est FH Europe, et qui regroupe 29 associations nationales. Et FH Europe milite effectivement pour le dépistage pédiatrique. On est affilié à eux, c'est Magdalena D'accord, qui est très très active et qui sur le plan européen pousse, trust les commissions européennes pour imposer effectivement le dépistage pédiatrique en Europe. Et vous voyez qu'en 2021, avec le soutien de FH Europe, la Slovénie a obtenu les félicitations de la Commission européenne qui a qualifié leur programme de dépistage précoce de HF comme une des meilleures pratiques. Parce qu'effectivement, en Slovénie, alors c'est un petit pays certes, ils ont dépisté pratiquement une grosse partie de leur population enfants. Voilà, donc effectivement, on voit bien que nous, à Net, on est en train de bouger sur ces questions-là, et en même temps, FH Europe aussi. Et on s'est rencontrés sur cette question-là. Ça a donné, effectivement, ça a donné une synergie. Vraiment. Et j'insisterai sur la question de la synergie parce que c'est très important entre les professeurs, l'association, entre l'Europe, FH Europe et l'association. Une vraie synergie qui nous a permis en janvier 2022 d'adresser un courrier au président de la République pour l'alerter sur ce problème de santé publique. Et vous voyez que ce courrier a été signé par les plus grandes sociétés savantes françaises, européennes et internationales. Vous avez la NSFA, vous avez l'INSERM par Catherine Boileau, la chercheuse qui a découvert l'anti-PCSK9, et Catherine Boileau, elle est derrière nous, vraiment quoi. Nous hier, je lui ai envoyé un mail, de suite elle m'a répondu, et voilà, c'est vraiment Catherine Boileau, Éric Brucker, ils sont là et ils nous poussent et ils nous soutiennent, vraiment. Et effectivement, on voit la Société européenne d'athérosclérose, la Société internationale, et tout ça a été envoyé à M. Macron, qui nous a fait une réponse. De là, effectivement, alors, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'effectivement, si vous restez dans votre petit coin et que vous n'orchestrez pas tout ça, ça n'avance pas. Donc, en fin d'année 2021, avec Bernard, on a commencé à faire un appel à projet auprès d'agences de communication. Et on a sollicité 4 agences de communication, et on leur dit, faites-nous un projet, voilà la problématique qu'on a, allez-y, faites-nous des propositions. Et on a sélectionné la société Acanto, qui est une société de communication, qui nous a fait un super projet. Et donc après, il a fallu aller chercher les fonds, parce qu'effectivement, c'est un certain coût. Et effectivement, tous mes partenaires, qui sont tous présents pour soutenir la journée, ont tous participé, même si on est sur la question de la pression primaire, parce qu'effectivement, c'est le dépistage des enfants, on n'est pas sur la pression secondaire. Donc pour eux, faire de l'argent là-dessus, il n'y a pas question. Eux, ils sont sur la prévention secondaire, presque, ils auraient pu ne pas nous suivre. Et en fait,
tous nous ont suivis en disant non, effectivement c'est une bonne idée, il faut y aller, il faut sortir cette maladie de l'inconnu, il faut que les enfants et les jeunes adultes soient dépistés, il faut qu'ils soient traités pour arrêter effectivement tous ces problèmes en prévention secondaire. Hein, ils auraient pu nous dire non, on n'y va pas, nous c'est un manque d'argent au final, hein, si vous dépistez tout le monde. Tout le monde a participé. Et effectivement, il y a un programme, on a fait un programme, donc effectivement, il y a une communication, l'agence Acanto, un de ses volets, c'est la communication auprès de la presse professionnelle. Donc ils nous ont fait un dossier de presse de plus de 20 pages, super clair. Et ils ont commencé à envoyer à la presse professionnelle. Là, cet été, à la fin de l'été, on a un article qui est sorti, vous ne l'avez pas vu parce qu'effectivement, c'est que pour les professionnels, sur le pharmacien... la revue du pharmacien. Et un super article de 2 pages, très bien fait, avec Catherine Boileau qui parle et qui explique la pathologie. Moi, effectivement, en tant que président, qui accompagne tout ça aussi, un très bel article sur la nécessité du dépistage précoce. En même temps, on a tout un volet communication grand public. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on va lancer là, début octobre, et où effectivement on va avoir une conférence de presse sur Paris avec le docteur Kerziak, qui est le directeur de Doctissimo. Hein, effectivement, le 13 octobre, on a une grande conférence de presse où sera présent nos experts. Hein, donc là, il sera présent le professeur Peritti, sera présent le professeur Béliard et le professeur Boileau sera présent aussi. Et votre serviteur aussi, pour effectivement essayer de faire bouger la presse grand public et faire sortir la chef de l'inconnu, de ce silence, et imposer le débat, effectivement, de la question du dépistage pédiatrique et précoce. En parallèle, si vous faites ça, il faut travailler sur tous les domaines. En parallèle, effectivement, on travaille aussi et on fait des démarches auprès des autorités sanitaires. Hein, effectivement, alors toujours, chaque fois, il y a quelqu'un de l'agence de communication qui est là. Il y a toujours 2 experts, c'est soit Noël Peritti, soit Vincent Durlac, soit Sophie Béliard. Et je peux vous dire que des entretiens, on en a passé. On a fait le ministère de la Santé, on a fait la HAS, la Haute Autorité de Santé, on a fait la CNAM, à folie. Et on n'arrête pas. Et chaque fois... Après. Et chaque fois, effectivement... Les professeurs, pourtant, qui ont un planning super chargé, sont toujours présents. Et là, en public, je les remercie parce qu'effectivement, sans eux, on ne pourrait pas porter la parole comme ça. Hein, et on ne serait pas sérieux face aux autorités sanitaires. Sans vous, on ne peut pas y accéder. Oui, c'est vrai. Et c'est une vraie synergie. C'est ça, hein, ce que je parlais tout à l'heure. À côté de ça, on a fait des démarches aussi auprès des politiques. Hein, donc on a rencontré des sénateurs, des députés, on a fait des visios. Et tout ça, effectivement, tout ça orchestré par Acanto, tout ça pour arriver, effectivement, à essayer d'imposer et de proposer un projet de loi dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour imposer, effectivement, la question des dépistages pédiatriques et précoces des enfants. Hein. C'est clair qu'on a commencé en janvier 2022, c'est un projet ambitieux. On sait qu'effectivement, ça va mettre du temps à l'imposer, etc., mais on a commencé. Et on fera le point à la fin de l'année, où on en est, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on a avancé ou pas, ou est-ce qu'il faut qu'on arrête, hein, parce que des fois, il faut qu'on évalue les choses, et où est-ce qu'effectivement on continue, et on poursuit le combat de ce côté-là. Voilà, ça c'est vraiment une grosse mission qu'on s'est donnée, c'est vraiment la communication, grand public, presse professionnelle, pour imposer le débat et les démarchages de nos élus et des autorités sanitaires. Sans ça, on peut y aller, on n'y arrivera pas. Hein. Et je vous promets, on a essayé pendant plusieurs années, hein, on n'arrive pas. Les ministères, etc., c'est un millefeuille. Vous arrivez à pénétrer une couche, vous êtes bloqué par l'autre. Donc, c'est l'enfer. Donc pour se faire entendre, on est obligé d'actionner comme ça, tous ces moyens d'action, pour arriver à un moment donné à peut-être se faire entendre. Mais si on ne fait pas ça, de toute façon, on sait qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Est-ce que tu veux dire un mot de la situation actuelle par rapport à l'Europe ? Je vais venir. Okay. Vas-y. Et
Et c'est quand même bizarre parce qu'effectivement, l'OMS, effectivement, on a tous les critères de l'OMS par rapport aux maladies pour imposer le débat et pour imposer le dépistage, les programmes de dépistage. Notre législation repose sur la Convention internationale des droits des enfants. Et l'article 24 dit quand même les États reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et prennent les mesures appropriées pour développer les soins de santé préventifs. Hein, donc effectivement, dans la Convention des droits de l'enfant, c'est quelque chose qui doit y être. Et sur la chef, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas. On y est là, on peut le faire ça. Hein. Donc il n'y a aucune raison que l'État ne fasse pas ça. D'autant, et que je reviens sur la question de Noël, qu'effectivement en Europe ça bouge. Hein. En Angleterre, David Wald continue à avancer sur son projet. Il y a 2 études qui sortent, qu'il est en train de mettre en place, effectivement pour le dépistage des enfants, le dépistage des jeunes adultes. Donc les parents de ces enfants, pour éviter qu'effectivement il y ait des drames, éviter qu'effectivement ces enfants se retrouvent orphelins, etc. Et permettre à ces enfants de grandir comme il faut. Alors c'est clair qu'il n'est pas question de traiter des enfants en 2 ans ou 3 ans. Il y a un âge pour les traiter, etc. Je pense que Noël abordera ça. On a donc l'Angleterre, on a les Pays-Bas, je ne vous en parle même pas, la Slovénie l'ont déjà fait, la République tchèque l'ont fait, l'Espagne ont des programmes de prévention et de dépistage qu'ils ont à laisser, et nous pour l'instant on n'a toujours rien. Donc il y a un souci, à un moment donné, il faut que la France s'y mette sur ces questions de prévention et de dépistage. C'est capital, c'est vraiment capital. Et c'est vrai que du coup, Annette essaye de pousser là-dessus, mais essaye de pousser par une synergie avec les professeurs, les scientifiques, et aussi avec FH Europe. Et actuellement, pour dire un petit mot, je n'irai pas plus loin, Magdalena Dacorce de FH Europe et en République tchèque pour essayer, elle a présenté effectivement tout un programme de dépistage. Donc ils sont un peu, je crois qu'il y a 10 ou 12 programmes, et les 3 meilleurs programmes qui sont retenus auront des financements pour pouvoir mettre en place des programmes de dépistage sur les États. En ce moment, il se passe des choses vraiment, ça pousse énormément, quoi. Voilà. Lorsqu'un laboratoire propose auprès de l'HAS, de l'Autorité de santé, un remboursement pour un traitement, que le traitement accède effectivement au remboursement et que les gens puissent en bénéficier. L'HAS met en place une commission, qui est une commission de transparence, où effectivement tous les dossiers vont être analysés, toutes les études scientifiques, etc. Et les associations de patients ont leur mot, peuvent dire quelque chose de ça, et pour pouvoir dire quelque chose de ce produit, et de quel bénéfice est rendu pour les patients, il faut remplir un questionnaire de recueil du point de vue des patients et usagers pour l'évaluation d'un médicament. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'effectivement, pour les anti-PCSK9 par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait, et on essaye de remplir ce document pour que dans ces lieux très administratifs, très médicaux, qu'effectivement le patient existe. Parce qu'effectivement, ce sont des administratifs, ce sont des commissions. Il faut réintroduire la question de la souffrance du patient, il faut réintroduire à quoi ça sert, etc. Et effectivement, nous, on remplit ce questionnaire, c'est assez fastidieux. Les questionnaires qu'on ne remplit pas, c'est lorsqu'on n'a pas de témoignage. Et c'est là que je reviens vers vous, c'est que votre témoignage est essentiel. Effectivement, moi je ne remplis pas un questionnaire comme ça pour raconter du blabla et broder. On remplit le questionnaire et vous pouvez aller en ligne et regarder, c'est accessible. Et chaque fois à la fin, il y a toujours vos témoignages. Et c'est pour ça que je reviens vers vous. On a besoin de vos témoignages, on a besoin de vous. Sans vous, on ne peut pas vous défendre. Et on ne peut pas faire valoir la nécessité de rembourser un traitement, etc. Je ne comprends pas, est-ce que c'est scientifique comme les témoignages, ça a une valeur scientifique? Peu importe. Ah si, parce que c'est important. Alors, le côté scientifique, oui, vous avez raison. Mais le côté scientifique... Non, mais après, c'est une commission. Ils vont effectivement voir ça avec tous les rapports scientifiques. Ne vous inquiétez pas que les laboratoires, etc., amènent ce qu'il faut. Et à côté de ça, vous avez quand même l'expertise du patient. Il y a 2 expertises, je dirais. Il y a l'expertise du patient et l'expertise scientifique. Je crois que vous avez aussi une expertise. Quand vous avez quelqu'un qui a 13 opérations parce qu'il se bouge de tous les côtés et que le jour où il a un anti-PCSK9, il ne se bouge plus, ça c'est une vraie expertise du vécu. Et ça, il faut le faire remonter. Et après... Une expérience, une expertise. Mais vous avez raison, en fait c'est l'expérience qui est demandée. Oui, c'est une expérience, oui. Oui, mais c'est votre expérience et votre expertise à vous par rapport à vous. On parle de après, experts. Oui. Mais en tout cas, nous, alors après, on peut discuter sur les mots, sur expertise, etc. Effectivement, vous avez raison, c'est peut-être expérience. Mais en tous les cas, ce qu'il faut entendre,
c'est qu'effectivement, votre expérience, elle est capitale. Et que sans votre expérience, on ne peut pas faire remonter ça. Oui. Et de fait, la réalité, c'est que les autorités de santé et ces commissions de transparence, elles ont besoin de connaître l'expérience de la maladie et l'expérience par rapport à ce que le médicament peut apporter. Mais l'expérience de la maladie, c'est vous, quoi. Et oui. Ça vient de personne d'autre que vous. Et oui. Et nous, on peut être président d'association, vice-président, etc. Si on n'a pas votre parole, on fait quoi? Moi, je ne remplis pas ce truc si je n'ai pas ça. Hein? On a besoin effectivement de votre expérience. Hein? Et effectivement, faites remonter votre expérience. Il y a des moments où effectivement, même si on fait ça, on n'y arrive pas. Hein? On n'y arrive pas. Et le produit n'est pas remboursé, etc. Tu peux y aller. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé en 2019. Hein, en 2019, on a eu les anti-PCSK9 étaient remboursés c'était très limité, même pour les HF, très très limité. Et du coup, on a été obligé de faire une collective d'associations. Et donc, du coup, Annette a poussé, effectivement, pour que France AVC, Parole et Réaction, Alliance du Cœur et nous fassions un courrier commun au ministre de la Santé, à Madame Buzyn, pour effectivement alerter sur le non-accès aux produits innovants. Je sais qu'à côté de ça, la NSFA a fait pareil, par les professeurs, etc. Il y a des courriers qui sont partis, et tous ces courriers ont permis, effectivement, je pense qu'ont permis plus tous les rapports d'experts par rapport au laboratoire, ont permis effectivement que ça sorte. Et que ce traitement sorte. Hein. Alors c'est sûr qu'il sort de manière, c'est des traitements très chers, il est sorti pour la prévention secondaire. Hein. Voilà. Donc effectivement, c'est l'autre biais qu'on a, et c'est quelque chose qu'on a déjà actionné. Pour l'instant, on ne l'a pas fait parce que voilà, mais c'est quelque chose qu'on a fait déjà en 2019. Et je voudrais, voilà, on a fait une frise chronologique un peu à partir de la création de l'association en 2013. Donc effectivement, alors j'ai pas tout mis, sinon ça serait illisible. Donc effectivement, 2017, première contribution de patients pour les anti-PCSK9. 2019, effectivement, courrier à Madame Buzyn. Après, on a eu 2019 notre réunion autour de David Wild par rapport à la prévention pédiatrique. 2021, l'extension par rapport à la lipoprotéine petit a. Nouvelle contribution. Appel à projet pour une agence de communication. Et effectivement, nos experts ont participé avec FH Europe pour faire qu'il y ait une reconnaissance d'une bonne pratique. Hein. Et 2022, donc recrutement d'Acanto. Nouvelle contribution, il n'y a pas longtemps, pour un traitement pour les maladies rares. Et un courrier, et tous les courriers qui sont partis au président et à ses ministres pour les alerter et pour essayer de faire bouger les choses. Voilà, et effectivement, j'oublie plein de choses. Hein, et on a eu X réunions avant aussi avec les politiques, et Véronique pourrait en parler, Bernard aussi. Voilà, on est une petite association, mais très réactive. Et je crois qu'on est là vraiment pour vous servir et servir la cause des HF, pour changer de paradigme et aller sur la question de la prévention primaire. Il faut effectivement qu'on casse ces drames humains et cette fatalité dans les familles. Il faut vraiment que ça bouge, et il faut vraiment qu'on aille sur la question du dépistage précoce pour que les enfants soient identifiés, pour que les jeunes parents soient traités, pour éviter les accidents cardiovasculaires, éviter effectivement qu'il puisse y avoir des enfants qui soient orphelins, etc., ou des témoignages comme celui de Claire. Hein. Voilà pourquoi l'association existe, et on ne peut exister que grâce à vous aussi, hein, par vos retours, etc. Les critères cibles de dépistage pour être positifs sont définis. Alors, Noël, professeur Peretti, après, il y a une présentation de Vincent sur la LP petit a, et après, Noël va revenir effectivement sur son projet. Hein, il va rentrer de manière technique sur toutes ces questions-là, hein, et se comprendre, etc. Hein. Donc, vous aurez votre réponse tout à l'heure, je vous fais patienter. Voilà, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté. Et vous avez eu de la chance aussi, parce qu'au début j'avais fait un PowerPoint avec des points, avec du texte, etc. Et ma fille, elle a vu ça, elle m'a dit non, tu peux pas leur faire ça, les pauvres. Peu cher, comme on dit à Marseille. Et du coup, elle a bossé dessus, et pour rendre quelque chose d'agréable à voir et à lire. Non, c'est pas Acanto, c'est ma fille qui a fait ça. Voilà, merci beaucoup. Ah, pardon. Oui.
position, la relation. Alors, on est, vous savez, dans la NSFA, la Fédération française de cardiologie. Avec la NSFA, je crois qu'il y a des médecins de la Fédération de cardiologie qui sont aussi à la NSFA. Donc tout est intrinsèquement entrelié. Je sais qu'Éric Brucker, là, en ce moment, alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a aussi des projets sur la prévention secondaire pour éviter la récidive après l'infarctus, en prévention secondaire, après le premier infarctus, pour éviter un deuxième infarctus ou un deuxième AVC. On est sur des groupes de travail avec Bernard et moi aussi. Et du coup, on travaille aussi avec eux dans ces moments-là, dans ces instances-là. Voilà, donc on est tous très liés. Et il y a une vraie synergie qui est en route, si vous entendiez, sur la France, sur l'Europe. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et je crois que c'est le moment de changer de paradigme et qu'on aille sur la prévention primaire. Merci.